Avez-vous déjà ressenti ce malaise étrange lorsque vous votez, cette impression tenace que peu importe votre choix, les mêmes visages continueront à décider de votre avenir? Avez-vous remarqué comment, génération après génération, ce sont toujours les mêmes dynasties familiales qui occupent les corridors du pouvoir? Comment expliquer qu'en pleine démocratie du XXIe siècle, avec tous nos droits et libertés proclamés, la richesse et l'influence soient plus concentrées aujourd'hui qu'à l'époque des monarchies absolues? Il y a près de 4 siècles, dans les rues brumeuses d'Amsterdam, un homme au regard perçant polissait des lentilles pour gagner sa vie tout en rédigeant secrètement les textes les plus dangereux de son époque. Baruch Spinoza n'était pas un révolutionnaire dans le sens traditionnel du terme. Il ne brandissait pas d'épée, ne menait pas de manifestations, ne prononçait pas de discours enflammés sur les places publiques. Pourtant, les autorités le craignaient plus que n'importe quel agitateur armé. Pourquoi ? Parce que Spinoza faisait quelque chose de bien plus menaçant pour l'ordre établi. Il pensait clairement, raisonnait impitoyablement, et pire encore, il écrivait ses conclusions sans compromis. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais réfugiés aux Pays-Bas, le jeune Baruch grandit dans un environnement qui portait encore les cicatrices de la persécution. Ses ancêtres avaient fui l'Inquisition ibérique, cette machine de terreur religieuse qui brûlait les corps pour sauver les âmes. La communauté juive d'Amsterdam vivait dans une liberté relative, mais c'était une liberté fragile, conditionnelle, constamment menacée. Dès son plus jeune âge, Spinoza fut exposé à cette réalité inconfortable. Même dans la République néerlandaise, présentée comme un havre de tolérance, certaines voix pouvaient parler librement, tandis que d'autres devaient chuchoter dans l'ombre. Le système éducatif traditionnel de la communauté juive forma l'esprit brillant du jeune Baruch dans l'étude intensive du Talmud, de la Torah, des commentaires rabbiniques ancestraux. Mais quelque chose en lui résistait à l'acceptation passive des autorités établies. Pourquoi devrait-il croire une interprétation simplement parce qu'elle était ancienne ou défendue par des érudits respectés? Pourquoi la tradition aurait-elle plus de poids que la raison? Ces questions, murmurées d'abord timidement puis exprimées avec une audace croissante, commencèrent à inquiéter les rabbins de la communauté. Voyaient-ils en ce jeune homme brillant une menace pour leur autorité? Comprenaient-ils que son questionnement, s'il n'était pas contrôlé, pourrait ébranler tout l'édifice de croyance sur lequel leur position reposait? En 1156, alors que Spinoza n'avait que 23 ans, la sentence tomba avec une brutalité que seule la peur peut inspirer. Le Cherem, l'excommunication la plus sévère que la communauté juive pouvait prononcer. Mais ce n'était pas une simple exclusion administrative. C'était une tentative d'annihilation sociale totale. Le texte de l'excommunication est terrifiant dans sa véhémence. Personne ne devait lui parler. Personne ne devait se tenir à moins de 4 coudées de lui. Personne ne devait lire ses écrits. Personne ne devait lui rendre le moindre service. Sa propre famille fut obligée de le renier. Imaginez la scène. Un jeune homme brillant, dans la fleur de son intelligence, déclaré mort socialement par la seule communauté qu'il avait connue. Quelle offense avait-il commise pour mériter une telle condamnation? Avait-il volé, tué? Non. Il avait osé penser différemment, il avait osé questionner. Mais voici le paradoxe fascinant. En tentant de le détruire, ses persécuteurs l'ont libéré. Arraché brutalement de sa communauté d'origine, Spinoza n'était plus contraint par la nécessité de ménager les susceptibilités, de tempérer ses conclusions pour maintenir la paix sociale. Il pouvait maintenant suivre sa raison où qu'elle le mène, aussi perturbantes que soient les destinations. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il latinisa son nom, Baruch devint Benedictus, symbole d'une renaissance intellectuelle, d'un passage à un domaine de pensée qui transcendait les frontières communautaires étroites. Dans les années qui suivirent, Spinoza vécut modestement, gagnant sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier qui exigeait précision et clarté, qualité qu'il appliquait également à sa philosophie. Mais cette vie simple cachait une activité intellectuelle d'une intensité extraordinaire. Il écrivait, pensait, correspondait avec les plus grands esprits de son époque.
Et lentement, méthodiquement, il construisait un système philosophique qui allait saper les fondements mêmes de l'ordre social et politique de son temps. Quelle était donc cette vision si dangereuse que Spinoza développait dans ses manuscrits cachés? Pour comprendre, nous devons plonger dans le contexte politique de la République néerlandaise du XVIIe siècle. En surface, cette république semblait être un modèle de gouvernance éclairé pour l'époque. Contrairement aux monarchies absolues qui dominaient l'Europe, où des rois prétendaient régner par droit divin, les Provinces-Unies étaient gouvernées par un système complexe d'assemblées, de magistrats élus, de pouvoirs distribués. C'était, selon les standards du temps, presque démocratique. Les marchands pouvaient s'enrichir, les idées circulaient avec une relative liberté, les réfugiés persécutés trouvaient refuge. Amsterdam était devenu le centre commercial et intellectuel de l'Europe. N'était-ce pas la preuve qu'un système républicain fonctionnait? Mais Spinoza, avec son regard acéré et impitoyable, voyait ce que d'autres préféraient ignorer. Derrière la façade de république marchande et de liberté bourgeoise, il discernait les contours d'une oligarchie. Qui réellement gouvernait les Provinces-Unies? Quelques familles de riches marchands qui contrôlaient le commerce, possédaient les flottes, finançaient les guerres et naturellement occupaient les positions de magistrats et de régents. Ces familles se mariaient entre elles, transmettaient leurs positions de génération en génération, formaient un réseau impénétrable de pouvoir et de privilèges. Le peuple commun pouvait voter pour certaines fonctions locales mineures, mais les vraies décisions, celles qui concernaient la guerre et la paix, le commerce et les taxes, les alliances et les traités, étaient prises dans les salons privés des régents, loin des yeux du public. Et voici où la pensée de Spinoza devient véritablement révolutionnaire. Il ne se contentait pas de dénoncer cette hypocrisie, il cherchait à comprendre pourquoi et comment elle fonctionnait. Pourquoi le peuple acceptait-il ce système? Pourquoi se contentait-il de l'illusion de participation politique alors que le pouvoir réel lui échappait? La réponse, pour Spinoza, résidait dans sa compréhension profonde des passions humaines et de la psychologie collective. Les êtres humains, expliquait Spinoza dans son Éthique et ses écrits politiques, sont mus principalement par leurs passions, leurs désirs, leurs peurs, leurs espoirs, leurs ressentiments. La raison pure, bien qu'accessible en principe à tous, est en pratique l'apanage de très peu. La majorité des gens vivent sous l'emprise de leurs émotions, réagissant aux stimuli immédiats, suivant les impulsions du moment, confondant leurs désirs subjectifs avec des vérités objectives. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est simplement la condition humaine naturelle. Mais c'est aussi une vulnérabilité que ceux qui comprennent ces mécanismes peuvent exploiter. Imaginez une marionnette suspendue par des fils invisibles. La marionnette bouge, danse, semble agir selon sa volonté. Mais en réalité, ce sont les fils, tirés par des mains cachées au-dessus de la scène, qui déterminent chaque mouvement. Pour Spinoza, les passions humaines sont ces fils invisibles. Et ceux qui contrôlent le discours public, qui façonnent les narratives collectives, qui définissent ce qui est à craindre et ce qui est à espérer, ce sont eux qui tiennent les fils. Ce sont eux qui gouvernent vraiment, peu importe qui occupe les positions officielles de pouvoir. Dans la République néerlandaise de son temps, Spinoza observait comment cette manipulation fonctionnait. Les régents oligarchiques ne maintenaient pas leur pouvoir par la force brutale. Ils n'en avaient pas besoin. Ils le maintenaient en contrôlant les passions collectives. Ils cultivaient la peur de l'ennemi extérieur, l'Espagne catholique, la France de Louis XIV, pour justifier les taxes et les guerres qui enrichissaient leurs entreprises commerciales. Ils promouvaient une forme de protestantisme strict qui prêchait l'obéissance aux autorités établies, tout en condamnant le questionnement comme orgueil et rébellion. Ils offraient juste assez de liberté économique pour que les classes moyennes se sentent investies dans le système, tout en s'assurant que la vraie richesse et le vrai pouvoir restaient concentrés au sommet. Mais ici réside une question troublante qui doit avoir hanté Spinoza pendant ces longues nuits de réflexion. Si les oligarques contrôlent si efficacement les passions du peuple, si le système est si stable et auto-perpétuant,
Y a-t-il même une possibilité de changement? Sommes-nous condamnés à vivre éternellement sous des systèmes qui se prétendent libres tout en nous enchaînant? Ou existe-t-il un chemin vers une liberté authentique? La réponse de Spinoza était à la fois désespérément difficile et obstinément optimiste. Oui, disait-il, la liberté est possible, mais seulement à travers la compréhension. Seule la connaissance claire de nos propres passions, de comment elles nous gouvernent, de comment elles sont manipulées par d'autres, peut nous libérer de leur emprise. Et ici, nous touchons au cœur de pourquoi les écrits de Spinoza étaient si dangereux pour l'ordre établi. Parce qu'il offrait aux gens ordinaires les outils intellectuels pour voir à travers les illusions, pour comprendre les mécanismes réels du pouvoir. Pensez à l'audace radicale de ce projet. Spinoza proposait essentiellement de démystifier le pouvoir politique, de révéler ses opérations cachées, d'enseigner aux masses comment reconnaître quand elles sont manipulées. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus menaçant pour ceux qui dépendent de cette manipulation? Les autorités religieuses de toute confession le détestaient parce qu'il montrait comment la religion est instrumentalisée pour le contrôle social. Les autorités politiques le craignaient parce qu'il révélait comment leur prétention à représenter le peuple masquait des intérêts oligarchiques. Les philosophes académiques conventionnels le rejetaient parce qu'il refusait de cacher ses conclusions radicales derrière le jargon ésotérique. En 1670, Spinoza publia anonymement son traité théologico-politique. Même sous couvert d'anonymat, même avec une fausse adresse d'édition, le livre causa un scandale immédiat. Il fut rapidement interdit dans la plupart des pays européens. Les autorités le condamnèrent comme un livre forgé en enfer par un juif renégat et le diable, et publié avec la connaissance de M. John de Witt. Pourquoi une telle hystérie? Parce que Spinoza faisait l'impensable. Il appliquait une analyse rationnelle et historique à la Bible, montrant comment les textes sacrés étaient des documents humains, produits de leur temps et lieu, utilisés depuis toujours pour légitimer le pouvoir politique. Mais plus radical encore était l'argument politique du traité. Spinoza y affirmait que la vraie liberté ne peut exister que dans un État qui garantit la liberté de pensée et d'expression. Cela peut sembler banal aujourd'hui, mais considérez ce que cela signifiait dans son contexte. Spinoza ne demandait pas simplement la tolérance religieuse au sens limité, permettre différentes sectes de coexister tant qu'elles restent privées. Il exigeait quelque chose de bien plus radical, le droit de remettre en question publiquement toutes les autorités religieuses et politiques, le droit de soumettre toutes les croyances à l'examen critique de la raison. Et voici la partie cruciale qui connecte directement à notre thème de l'oligarchie déguisée. Spinoza argumentait que sans cette liberté intellectuelle radicale, toute prétention à la démocratie ou à la République n'est qu'une façade. Parce que si le peuple ne peut pas penser librement, s'il ne peut pas accéder à l'information complète, s'il ne peut pas critiquer ouvertement les politiques et les dirigeants, alors comment peut-il exercer un pouvoir politique réel? Au mieux, il peut choisir entre options préapprouvées, toutes conçues pour préserver les intérêts des élites. C'est ce que Spinoza appellerait une démocratie de façade, les formes extérieures du gouvernement populaire vidées de tout contenu substantiel. Les années 1670 furent une période de turbulence intense aux Provinces-Unies. Le grand pensionnaire John de Witt, qui avait maintenu un équilibre précaire entre les forces républicaines et les partisans de la Maison d'Orange, fut brutalement assassiné par une foule en 1672. Son corps et celui de son frère furent lynchés, démembrés, certaines parties mangées par la foule en délire. Quelle leçon Spinoza tira-t-il de cette explosion de violence collective? Que les passions des masses, lorsqu'elles ne sont pas tempérées par la raison, peuvent être aussi tyranniques que n'importe quel despote. Que la simple règle de la majorité n'est pas suffisante pour définir une vraie démocratie si cette majorité agit sous l'emprise de peurs manipulées et de haine cultivée. Spinoza observa comment Guillaume d'Orange, exploitant la panique causée par l'invasion française, consolida un pouvoir quasi monarchique tout en préservant les formes républicaines.
Comment les mêmes familles oligarchiques qui avaient prospéré sous de Witt s'alignèrent rapidement avec le nouveau régime, démontrant que leur loyauté première n'était pas envers un système de gouvernance particulier, mais envers la préservation de leur propre position privilégiée. Comment le peuple, terrifié par la menace extérieure, applaudit volontairement la centralisation du pouvoir et la restriction des libertés, croyant que cela les protégerait. N'est-ce pas exactement le modèle que nous voyons se répéter à travers l'histoire? Une crise, réelle ou amplifiée, génère la peur. La peur rend les gens désespérés pour la sécurité. Dans leur désespoir, ils acceptent la concentration du pouvoir entre les mains de ceux qui promettent protection. Et ces concentrations de pouvoir, une fois établies, ne sont jamais volontairement abandonnées. Les libertés sacrifiées au nom de l'urgence ne sont jamais restaurées quand l'urgence passe. Parce que de nouvelles urgences surgissent toujours. De nouvelles menaces sont toujours découvertes ou fabriquées. Spinoza mourait en 1667 à l'âge de seulement 44 ans, probablement de complications respiratoires causées par des années d'inhalation de poussière de verre lors du polissage de l'Antille. Sur son lit de mort, entouré de quelques amis fidèles, que pensait-il de son œuvre? Avait-il réussi à illuminer les mécanismes du pouvoir ou ses écrits resteraient-ils ignorés, supprimés, oubliés? Son éthique, son chef-d'œuvre philosophique, n'avait pas encore été publié de son vivant, trop dangereux même pour le climat relativement tolérant d'Amsterdam. Son traité théologico-politique était banni. Ses idées sur la vraie nature de Dieu, sur la liberté humaine, sur la démocratie authentique, étaient considérées comme de la pure hérésie. Pourtant, quelques mois après sa mort, ses amis publièrent ses opéras posthumas, incluant l'éthique et son traité politique inachevé. Et bien que les autorités aient immédiatement interdit ces livres, bien que posséder les œuvres de Spinoza soit devenu dangereux, bien que son nom soit devenu synonyme d'athéisme et de subversion, ces idées commencèrent leur lente infiltration dans la conscience intellectuelle européenne. Parce qu'une fois qu'une vérité est exprimée clairement, aussi inconfortable soit-elle, elle ne peut pas être complètement supprimée. Elle trouve toujours des lecteurs, elle inspire toujours des penseurs, elle ressurgit toujours dans de nouvelles formes. Avançons maintenant rapidement de plusieurs siècles pour voir comment les insights de Spinoza s'appliquent avec une pertinence inquiétante à notre propre époque. Nous vivons dans une ère de démocratie universelle, ou du moins, c'est ce qu'on nous dit. Pratiquement tous les pays du monde se prétendent démocratiques, d'une façon ou d'une autre. Même les dictatures les plus flagrantes organisent des élections et maintiennent l'apparence de choix populaires. La démocratie est devenue le seul système de gouvernance politiquement légitime. Et pourtant, pourquoi tant de gens ressentent-ils un désenchantement profond avec la politique? Pourquoi le cynisme envers les institutions démocratiques est-il si répandu? Spinoza nous dirait que c'est parce que nous vivons dans ce qu'il aurait reconnu immédiatement. Des oligarchies portant le masque de la démocratie. Les formes extérieures sont là, les élections, les parlements, les constitutions, les droits proclamés. Mais où réside le pouvoir réel? Qui prend vraiment les décisions qui façonnent nos vies? Est-ce le citoyen moyen avec son bulletin de vote? Ou est-ce les corporations géantes qui financent les campagnes, les think tanks qui écrivent les politiques, les élites financières qui peuvent effondrer des économies entières avec leurs décisions d'investissement, les propriétaires des médias qui décident quelles histoires sont couvertes et comment? Considérez le processus électoral dans les démocraties modernes. En théorie, tout citoyen peut se présenter aux élections. En pratique, qui peut vraiment le faire? Qui a accès aux millions nécessaires pour mener une campagne compétitive? Qui a les connexions avec les donateurs, l'accès aux médias, le soutien des structures organisées? Invariablement, ce sont ceux qui sont déjà connectés au réseau de pouvoir et de richesse. Les candidats qui réussissent sont soit personnellement riches, soit soutenus par les riches, soit les deux. Même les outsiders qui semblent défier le système découvrent rapidement que pour être efficaces, ils doivent faire des compromis, former des alliances, négocier avec les centres de pouvoir établis. Et une fois élus,
ces représentants découvrent que leur marge de manœuvre est extrêmement limitée. Les marchés financiers réagissent négativement à toute politique qui pourrait affecter les profits corporatifs, menaçant la fuite des capitaux et l'effondrement économique. Les lobbies industriels ont des armées d'avocats et d'experts, prêts à disséquer toute législation qui pourrait nuire à leurs intérêts. Les médias, largement possédés par des conglomérats géants, encadrent le débat de manière à marginaliser les positions trop radicales. Le résultat, peu importe qui vous élisez, les politiques fondamentales changent remarquablement peu. Les guerres continuent, les inégalités s'approfondissent, les crises environnementales s'aggravent, mais la structure de base de pouvoir et privilèges reste intacte. Spinoza identifierait ici exactement la même dynamique qu'il observait dans la République néerlandaise du XVIIe siècle. Une classe oligarchique qui a perfectionné l'art de gouverner à travers les formes démocratiques plutôt que malgré elles. Ils n'ont pas besoin de supprimer les élections. Ils doivent simplement s'assurer que toutes les options électorales viables servent leurs intérêts. Ils n'ont pas besoin de censurer directement la presse. Ils peuvent simplement posséder les plateformes médiatiques et embaucher des journalistes qui partagent leur vision du monde. Ils n'ont pas besoin de briser les syndicats par la force. Ils peuvent simplement délocaliser la production vers des pays avec moins de protection pour les travailleurs. Mais comment maintiennent-ils le consentement populaire face à cette réalité? Comment empêchent-ils les gens de se révolter contre un système si manifestement injuste? Ici, l'analyse spinoziste des passions devient cruciale. Les oligarchies modernes ont développé des mécanismes extraordinairement sophistiqués pour manipuler les émotions collectives. Ils ne gouvernent pas principalement par la force, mais par le contrôle des narratives qui façonnent comment les gens comprennent leur réalité. Commençons par la peur, la passion que Spinoza identifiait comme la plus puissante pour le contrôle politique. Regardez comment la guerre contre le terrorisme a été utilisée au début du XXIe siècle pour justifier une expansion massive de l'appareil de sécurité, une réduction des libertés civiles, des guerres interminables qui ont enrichi les entreprises de défense tout en appauvrissant les sociétés. Le terrorisme est-il une menace réelle? Certainement. Mais est-il la menace existentielle que la couverture médiatique constante et la rhétorique politique suggèrent? Les statistiques montrent que vous êtes bien plus susceptible de mourir dans un accident de voiture que dans une attaque terroriste. Et pourtant, les sociétés ont dépensé des trillions pour combattre le terrorisme tout en négligeant les infrastructures de base. Pourquoi cette disproportion? Parce que la peur du terrorisme peut être utilisée pour consolider le pouvoir d'une manière que la peur des accidents de voiture ne peut pas. Le terrorisme est dramatique, imprévisible, peut être présenté comme une menace étrangère nécessitant une réponse militaire. Il active des passions tribales, nationalistes, qui unissent les gens derrière les leaders et suppriment le dissensus. Une population effrayée ne pose pas de questions difficiles sur la répartition des richesses ou la structure du pouvoir. Elle cherche des protecteurs forts et accepte leurs décisions, mais la peur seule n'est pas suffisante. Elle doit être équilibrée avec l'espoir, ou du moins l'illusion d'espoir. C'est pourquoi les oligarchies modernes excellent à créer ce que nous pourrions appeler des narratives de mobilité. Le rêve américain, l'idée que n'importe qui peut devenir riche avec assez de travail acharné, fonctionne comme une forme de contrôle social brillante. Tant que les gens croient qu'ils peuvent s'élever dans la hiérarchie, ils acceptent l'existence de cette hiérarchie. Ils ne remettent pas en question pourquoi elle existe, qui en bénéficie, si elle est juste. Ils se concentrent sur leur ascension individuelle, même si, statistiquement, la mobilité sociale est maintenant plus faible qu'elle ne l'a été depuis des décennies dans la plupart des démocraties occidentales. Et quand les gens ne parviennent pas à s'élever malgré leurs efforts, quand ils travaillent dur toute leur vie et restent encore précaires, endettés, anxieux, à qui leur frustration est-elle dirigée? Pas vers le système lui-même, pas vers ceux qui contrôlent véritablement les ressources. Non, leur colère est soigneusement canalisée vers d'autres victimes du système. Les immigrants qui volent leurs emplois, les bénéficiaires de l'aide sociale qui sont paresseux, les élites culturelles qui sont déconnectées.
Remarquez comment ces cibles sont toujours horizontales ou vers le bas dans la hiérarchie sociale, jamais vers le haut vers ceux qui détiennent vraiment le pouvoir économique et politique. Spinoza reconnaîtrait cela comme une application magistrale de sa théorie des passions. Rediriger le ressentiment et la colère populaire loin de leur vraie cause vers des boucs émissaires convenables est une technique aussi vieille que la politique elle-même. Les Romains avaient du pain et des jeux, donné aux masses juste assez de subsistance et de divertissement pour qu'elles ne se révoltent pas. Les oligarchies modernes ont perfectionné cette formule. Donnez-leur juste assez d'espoir de mobilité pour qu'ils continuent à travailler dur, juste assez de peur pour qu'ils acceptent l'autorité et des ennemis pratiques à blâmer pour leur frustration. Mais peut-être l'innovation la plus géniale du contrôle oligarchique moderne est ce que nous pourrions appeler la démocratie de consommation. L'idée que la liberté s'exprime principalement à travers les choix de consommation a remplacé la notion plus ancienne de liberté politique. Vous êtes libre de choisir entre 50 marques de céréales au supermarché, entre des centaines de chaînes de télévision, entre d'innombrables styles de vie et identités de consommateurs. Cette abondance de choix superficiels masque l'absence de choix sur les questions qui comptent vraiment. Qui possède les moyens de production? Comment les ressources sont distribuées? Quelles priorités guident le développement social? Imaginez expliquer cela à Spinoza. Vous lui diriez, dans le futur, les gens auront accès à plus d'informations que jamais dans l'histoire humaine. Ils pourront communiquer instantanément avec quiconque dans le monde. Ils pourront accéder à pratiquement toute la connaissance accumulée de l'humanité depuis leur poche. Ils seraient sûrement excités par ces possibilités. Mais alors, vous ajouteriez, et pourtant, les inégalités de pouvoir et de richesse sont plus extrêmes que jamais. Les oligarchies sont plus entrenched, pas moins. La manipulation de l'opinion publique est plus sophistiquée, pas moins. Comment réagirait-il? Probablement en demandant qui contrôle ces technologies de communication, qui possède les plateformes, qui décide quels contenus sont amplifiés et lesquels sont supprimés. Et là, nous arrivons à un aspect particulièrement troublant des oligarchies du XXIe siècle. Le pouvoir concentré entre les mains de ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie technologique. Une poignée d'entreprises, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, exercent un contrôle sans précédent sur l'infrastructure de communication mondiale, sur les données personnelles de milliards de personnes, sur les algorithmes qui façonnent ce que les gens voient et pensent. Ces entreprises sont plus puissantes que la plupart des États-nations. Elles ont des revenus supérieurs au PIB de nombreux pays. Elles peuvent influencer les élections, façonner l'opinion publique, faire ou défaire des carrières politiques. Et pourtant, elles ne sont soumises à pratiquement aucun contrôle démocratique. Leurs décisions sont prises dans des salles de conseil privées, guidées par l'impératif de maximiser la valeur actionnariale, pas par des considérations de bien public. Quand Mark Zuckerberg décide comment l'algorithme de Facebook devrait fonctionner, cette décision affecte la vie de milliards de personnes, et pourtant ces personnes n'ont aucun mot à dire dans cette décision. Spinoza aurait immédiatement identifié le problème fondamental ici, une concentration massive de pouvoir sans responsabilité démocratique correspondante. Dans ses écrits politiques, il argumentait que le pouvoir doit être distribué et contrôlé par ceux qui l'affectent. Un pouvoir concentré, peu importe dans quelles mains, tend inévitablement vers la tyrannie, non pas nécessairement par malveillance, mais simplement parce que ceux qui détiennent le pouvoir tendent naturellement à l'exercer de manière à préserver et étendre ce pouvoir. C'est une loi de la nature politique aussi sûre que les lois de la physique. Et maintenant, considérez comment ces différents aspects du pouvoir oligarchique se renforcent mutuellement. Les oligarchies économiques financent les campagnes politiques, s'assurant que les politiciens élus sont sympathiques à leurs intérêts. Ces politiciens adoptent ensuite des politiques favorables aux entreprises, réduction d'impôts pour les riches, déréglementation, affaiblissement des syndicats, qui permettent une accumulation encore plus grande de richesses au sommet. Cette richesse concentrée achète ensuite plus d'influence politique,
créent des think tanks pour produire des justifications intellectuelles pour l'inégalité, financent des médias pour façonner l'opinion publique. C'est un cercle vicieux auto-renforçant, où le pouvoir engendre plus de pouvoir. Pendant ce temps, les institutions qui pourraient potentiellement contrebalancer ce pouvoir oligarchique, les syndicats, les organisations communautaires, les médias indépendants, les universités publiques, ont été systématiquement affaiblies au cours des dernières décennies. Les syndicats ont été détruits à travers une combinaison de législation hostile et de désindustrialisation. Les médias locaux ont été décimés par les changements économiques et consolidés entre les mains de quelques conglomérats. Les universités sont de plus en plus dépendantes du financement corporatif et traitent de plus en plus les étudiants comme des clients plutôt que comme des citoyens en formation. Tout cela était-il intentionnel ? Y a-t-il eu une conspiration oligarchique délibérée pour démanteler ces institutions ? Probablement pas de la manière que les théories du complot simple suggèrent, mais Spinoza nous dirait que l'intentionnalité explicite n'est pas nécessaire. Les oligarchies n'ont pas besoin de se réunir dans des salles enfumées pour comploter, bien que parfois ils le fassent littéralement, dans des forums comme le World Economic Forum de Davos. La plupart du temps, leur pouvoir opère à travers ce qu'on pourrait appeler l'alignement structurel. Les individus et institutions puissants agissent naturellement de manière à préserver et étendre leur pouvoir. Et ces actions individuelles s'agrègent en un système qui fonctionne, comme s'il était consciemment conçu pour concentrer le pouvoir, même si aucune conception centrale n'existe. C'est en fait plus troublant qu'une conspiration simple, parce que c'est plus difficile à combattre. Comment vous battez-vous contre un système qui n'a pas de centre de commandement unique, qui se reproduit à travers d'innombrables décisions apparemment innocentes, prises par d'innombrables acteurs poursuivant leurs intérêts individuels rationnels? Comment révolutionnez-vous contre un pouvoir qui est diffus, décentralisé, intégré dans les structures mêmes de la vie quotidienne? Spinoza aurait reconnu ce dilemme. C'est pourquoi il insistait sur l'importance de la compréhension claire comme premier pas vers la liberté. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas résister à un pouvoir dont vous niez l'existence ou dont vous ne percevez pas les mécanismes. Le livre noir de la démocratie que nous écrivons ensemble maintenant n'est pas un exercice de désespoir ou de cynisme, c'est un exercice de lucidité. C'est un refus de vivre dans l'illusion, aussi confortable que cette illusion puisse être. Parce que voyez-vous, tant que nous continuons à croire que nous vivons dans des démocraties authentiques, que notre vote compte vraiment, que nos représentants nous représentent vraiment, nous n'agirons jamais pour créer une vraie démocratie. Pourquoi le ferions-nous? Nous pensons déjà en avoir une. C'est le génie de la démocratie oligarchique moderne. Elle empêche la résistance en faisant croire aux gens qu'ils sont déjà libres, qu'ils participent déjà au pouvoir politique, que le système fonctionne fondamentalement même s'il a besoin de quelques réformes mineures ici et là. Avez-vous déjà remarqué comment certaines idées semblent impossibles à remettre en question, comme si elles étaient des vérités naturelles plutôt que des constructions humaines? Comment se fait-il que la propriété privée illimitée soit considérée comme un droit sacré inviolable, alors que le droit à un logement décent reste une aspiration utopique? Pourquoi l'accumulation infinie de richesses est-elle célébrée comme un succès, tandis que la redistribution est stigmatisée comme du vol? Ces questions nous amènent au cœur d'un des mécanismes les plus puissants du pouvoir oligarchique. Le contrôle de ce que Spinoza appellerait l'imagination collective, ce cadre invisible qui détermine ce qui est pensable et ce qui ne l'est pas. Revenons à l'époque de Spinoza pour comprendre comment ce mécanisme fonctionnait déjà à son époque. Dans la République néerlandaise du XVIIe siècle, il existait un consensus remarquable parmi les élites sur certaines vérités fondamentales. La propriété privée était sacrée, le commerce était noble, l'accumulation de richesses était un signe de vertu et de faveur divine.
Ces idées n'étaient pas imposées par la force brute, elles étaient enseignées dans les églises, prêchées dans les sermons, répétées dans les conversations quotidiennes, intégrées dans la structure même du langage et de la pensée. Comment remettre en question quelque chose qui semble aussi naturel que l'air que vous respirez? Spinoza observa comment l'Église réformée néerlandaise, bien qu'elle se soit rebellée contre l'autorité catholique romaine, avait rapidement développé sa propre forme de contrôle idéologique. Les pasteurs calvinistes prêchaient la doctrine de la prédestination, l'idée que Dieu avait déjà décidé qui serait sauvé et qui serait damné. Et comment pouviez-vous savoir si vous étiez parmi les élus? Par vos succès terrestres, bien sûr. La richesse était interprétée comme un signe de grâce divine. Pouvez-vous imaginer une justification plus parfaite pour l'inégalité économique? Les riches pouvaient se sentir moralement supérieurs, convaincus que leur fortune prouvait leur statut spirituel privilégié. Les pauvres, quant à eux, étaient encouragés à accepter leur sort comme volonté de Dieu, et tout ressentiment qu'ils pourraient ressentir était transformé en culpabilité et en auto-flagellation spirituelle. Mais Spinoza alla plus loin dans son analyse. Il comprit que la religion n'était pas simplement un système de croyances abstraites, c'était un mécanisme pratique de gouvernance. Dans son traité théologico-politique, il démontra méthodiquement comment les autorités religieuses avaient toujours travaillé main dans la main avec les autorités politiques pour maintenir l'ordre social. Les prêtres enseignaient l'obéissance aux magistrats. Les magistrats protégeaient les privilèges des prêtres. C'était une alliance symbiotique où chaque partie renforçait le pouvoir de l'autre. Et le peuple était pris entre ces deux autorités, doublement soumis, convaincu que résister au pouvoir temporel signifiait également défier le pouvoir divin. Considérez la sophistication de ce système. Il ne suffisait pas de contrôler les corps des gens à travers les lois et la police. Il fallait contrôler leurs esprits, leurs désirs, leurs rêves même. Et comment mieux y parvenir qu'en convainquant les gens que l'ordre social existant reflétait l'ordre cosmique lui-même, que remettre en question la hiérarchie sociale revenait à remettre en question le plan divin, que leur position dans la société, qu'elle soit élevée ou basse, était déterminée non par des arrangements humains arbitraires, mais par des lois éternelles et immuables. Spinoza révéla l'imposture avec une clarté brutale. Dans son analyse des textes bibliques, il montra comment ces documents présentés comme révélations divines étaient en réalité des productions historiques humaines, rédigées par des auteurs spécifiques dans des contextes politiques spécifiques, souvent avec des agendas politiques explicites. L'Ancien Testament, démontrait-il, était essentiellement une histoire politique du peuple hébreu, remplie de mythes fondateurs conçus pour légitimer certaines lignées dirigeantes et certaines structures de pouvoir. Quand Moïse descendit du mont Sinaï avec les commandements gravés dans la pierre, était-ce vraiment Dieu qui les avait écrits? Ou était-ce une manière brillante d'établir l'autorité d'un ensemble de lois, en les présentant comme d'origine divine et donc incontestable? Imaginez le scandale que de telles affirmations provoquèrent. Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine religieuse, il sapait l'autorité même de la religion en tant qu'institution de contrôle social. Et les autorités comprirent immédiatement la menace. Si les gens commençaient à voir la Bible comme un document humain plutôt que comme la parole de Dieu, s'ils commençaient à appliquer leurs raisons critiques aux textes sacrés, où cela s'arrêterait-il? Bientôt, ils appliqueraient cette même analyse critique aux lois, aux institutions politiques, à toute la structure de pouvoir établie. C'était précisément ce que Spinoza voulait, et c'était précisément ce que les oligarchies craignaient. Mais le génie de l'approche de Spinoza était qu'il ne se contentait pas de déconstruire l'autorité religieuse. Il comprenait pourquoi les gens avaient besoin de religion, pourquoi ils s'y accrochaient si désespérément. Pour la plupart des humains, argumentait-il, la vie est difficile, incertaine, souvent douloureuse. La religion offre du réconfort, de l'espoir, un sens à la souffrance. Elle promet que la justice sera finalement rendue, que les méchants seront punis et les bons récompensés, sinon dans cette vie alors dans la prochaine. Pouvez-vous vraiment blâmer les gens de vouloir croire cela? N'est-il pas compréhensible qu'ils résistent à toute analyse qui menace de leur enlever ce réconfort?
Voici donc le dilemme auquel Spinoza fit face et que tout critique du pouvoir établi doit affronter. Comment révélez-vous les mécanismes de domination sans enlever aux gens les structures de sens dont ils dépendent pour supporter leur existence? Comment offrez-vous la vérité à ceux qui préfèrent parfois un mensonge réconfortant? La réponse de Spinoza était remarquablement sophistiquée. Il distinguait entre différents niveaux de compréhension. Pour les masses qui vivent principalement sous l'emprise de leur passion, la religion conserve son utilité tant qu'elle enseigne la charité et la justice. Mais pour ceux capables d'atteindre la connaissance rationnelle, une compréhension plus profonde est possible et nécessaire. Cette distinction élitiste peut sembler troublante à première vue. Spinoza suggère-t-il que la vérité est réservée à une élite intellectuelle, tandis que les masses doivent rester dans l'ignorance? Non, et c'est crucial pour comprendre son projet démocratique radical. Ce qu'il suggère, c'est que différentes personnes, à différents moments de leur développement, ont besoin de différents types de vérité. Un enfant ne peut pas comprendre les mathématiques avancées, mais cela ne signifie pas que nous devons lui mentir sur les nombres. Nous lui enseignons à son niveau avec l'espoir qu'il progressera vers une compréhension plus sophistiquée. De même, une société doit rencontrer les gens là où ils sont, tout en créant les conditions pour leur croissance intellectuelle et émotionnelle. Mais les oligarchies n'ont aucun intérêt à cette croissance. Au contraire, elles bénéficient du maintien des masses dans un état d'ignorance et de dépendance émotionnelle. Observez comment cela fonctionne dans les sociétés modernes. Les systèmes éducatifs produisent-ils des citoyens capables de pensée critique, d'analyse sophistiquée, de compréhension des mécanismes de pouvoir, ou produisent-ils principalement des travailleurs obéissants, capables de suivre des instructions et d'accepter l'autorité sans question? Quand l'éducation enseigne-t-elle aux étudiants à questionner la structure de propriété, à analyser comment la richesse est créée et distribuée, à comprendre les vraies relations de pouvoir dans leur société? Prenons un exemple concret de l'époque de Spinoza qui illumine ce mécanisme. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC, était l'une des premières et des plus puissantes corporations multinationales de l'histoire. Elle possédait sa propre armée, sa propre flotte, administrait des territoires entiers, avait le pouvoir de faire la guerre et la paix. Elle générait des profits énormes pour ses actionnaires, principalement les familles oligarchiques qui contrôlaient également le gouvernement républicain. Comment cette situation extraordinaire, une entreprise privée exerçant ce qui était essentiellement un pouvoir souverain, était-elle justifiée et légitimée par un ensemble de narratives soigneusement construites? Le commerce était présenté comme civilisateur, apportant la lumière de la culture européenne aux peuples barbares d'Asie et d'ailleurs. L'expansion coloniale était un devoir religieux, une mission de christianisation. Les profits étaient mérités, le résultat du génie entrepreneurial et du travail acharné néerlandais. Les atrocités commises, l'esclavage, le massacre de populations entières, l'extraction brutale de ressources étaient minimisés, justifiés comme regrettables mais nécessaires ou simplement ignorés. Le peuple néerlandais moyen bénéficiait-il de cette richesse coloniale? Marginalement peut-être, mais la part du lion allait aux actionnaires et aux marchands. Pourtant, on enseignait aux Néerlandais ordinaires à être fiers de leur empire commercial, à voir la VOC comme un symbole de grandeur nationale plutôt que comme un instrument d'enrichissement oligarchique. Spinoza vécut à Amsterdam, le cœur battant de cet empire commercial. Il vit la richesse ostentatoire des marchands, les palais construits avec les profits du commerce des épices et des esclaves. Il vit aussi les quartiers pauvres, où les marins et les travailleurs portuaires vivaient dans des conditions misérables. Et il comprit la connexion entre ces deux réalités. La richesse de quelques-uns n'était pas séparée de la pauvreté des masses, elle en était la cause directe. Mais cette vérité simple était obscurcie par des couches et des couches d'idéologie qui naturalisaient l'inégalité, qui la présentaient comme le résultat inévitable du talent et de l'effort différentiel. Avançons maintenant vers notre propre époque et demandons-nous, les mécanismes ont-ils vraiment changé?
L'idéologie néolibérale qui domine le discours économique mondial depuis les années 1980 n'est-elle pas essentiellement la même histoire que celle que Spinoza déconstruisait au XVIIe siècle? L'idée que les marchés libres produisent les meilleurs résultats pour tous, que la richesse ruisselle du sommet vers le bas, que la pauvreté est le résultat de mauvais choix individuels ou de cultures dysfonctionnelles plutôt que de structures économiques, ne sont-ce pas des mythes conçus pour justifier la concentration de richesses et de pouvoir? Mais voici ce qui est fascinant et terrifiant. Ces mythes fonctionnent même quand ils sont ouvertement contredits par la réalité observable. Des décennies de politique néolibérale ont produit une inégalité croissante, une insécurité économique accrue pour la majorité, des crises financières répétées. Et pourtant, l'idéologie persiste, défendue même par ceux qu'elle nuit. Comment est-ce possible? Spinoza nous donnerait une réponse. Parce que l'idéologie n'opère pas principalement au niveau de l'argumentation rationnelle. Elle opère au niveau des passions, des désirs, des identités. Considérez le concept de classe moyenne, tel qu'il fonctionne dans le discours politique contemporain. Presque tout le monde se définit comme classe moyenne, de ceux qui gagnent à peine de quoi vivre à ceux qui sont objectivement riches. Pourquoi? Parce que s'identifier comme classe moyenne vous place dans une catégorie respectable, vous distingue des pauvres stigmatisés tout en évitant le ressentiment dirigé vers les riches. Mais cette identification est une illusion qui obscurcit les vraies relations économiques. Un travailleur qui vit salaire par salaire, qui est à une urgence médicale de la faillite, qui n'a aucun contrôle sur ses conditions de travail, est objectivement beaucoup plus proche d'un autre travailleur précaire que d'un vrai capitaliste possédant des moyens de production. Mais tant qu'ils s'identifient tous deux comme classe moyenne, ils ne reconnaîtront pas leurs intérêts communs et ne s'organiseront pas collectivement pour les défendre. C'est ce que Spinoza identifierait comme l'imagination mutilée, une compréhension de la réalité basée sur des expériences partielles et des narratives idéologiques plutôt que sur une connaissance adéquate. Et les oligarchies excellentes à cultiver cette imagination mutilée. Elles le font à travers les systèmes éducatifs qui enseignent une version sanitisée de l'histoire, qui omettent les luttes des classes laborieuses et les crimes des élites. Elles le font à travers les médias qui présentent certains points de vue comme objectifs et neutres, tout en marginalisant les perspectives alternatives comme biaisées ou extrêmes. Elles le font à travers la culture populaire qui célèbre la richesse et glamourise la consommation ostentatoire. Mais permettez-moi de vous emmener plus profondément dans un mécanisme spécifique que Spinoza aurait trouvé particulièrement fascinant. Le concept de mérite dans les sociétés modernes. Nous vivons dans ce qui prétend être une méritocratie, un système où les positions et récompenses sont distribuées selon le talent et l'effort. Ça sonne juste, n'est-ce pas? Qui pourrait s'opposer à l'idée que les gens devraient être récompensés pour leur travail acharné et leur capacité? Mais examinez comment la méritocratie fonctionne réellement. Les enfants nés dans des familles aisées ont accès à une meilleure éducation, à des tuteurs privés, à des réseaux sociaux qui ouvrent des portes, à un capital culturel qui les prépare à naviguer dans les institutions d'élite. Ils peuvent se permettre de prendre des risques professionnels, de poursuivre des stages non rémunérés qui mènent à de meilleures carrières parce qu'ils ont un filet de sécurité familiale. Pendant ce temps, les enfants de familles pauvres doivent souvent travailler dès l'adolescence pour aider leur famille, n'ont pas accès à la même qualité d'éducation, manquent des connexions qui facilitent l'avancement professionnel. Et pourtant, quand ces avantages et désavantages se traduisent en résultats différentiels, certains devenant riches et puissants, d'autres restant pauvres et impuissants, nous appelons cela mérite. Spinoza reconnaîtrait immédiatement cela comme une mystification. Ce qui est présenté comme un système juste basé sur le mérite individuel est en réalité un mécanisme de reproduction intergénérationnelle du privilège. Les oligarchies modernes n'ont pas besoin de lois qui réservent explicitement le pouvoir aux nobles ou aux propriétaires terriens comme dans les sociétés féodales. Elles ont quelque chose de beaucoup plus efficace.
Un système qui produit de l'inégalité tout en semblant être basé sur l'égalité des chances, qui concentre le pouvoir tout en proclamant la mobilité sociale. Et voici le coup de génie. Les quelques individus qui réussissent réellement à s'élever de circonstances modestes sont célébrés de manière disproportionnée. Leurs histoires sont racontées encore et encore comme preuve que le système fonctionne, que l'opportunité est vraiment disponible pour tous. Ces exceptions deviennent la justification de la règle. Ils permettent à la société de nier l'évidence des statistiques montrant que la mobilité sociale est faible et en déclin, que la naissance prédit fortement les résultats de vie, que nous vivons de plus en plus dans une société de caste déguisée en méritocratie. Mais approfondissons davantage. Spinoza comprenait quelque chose de fondamental sur la nature humaine que les oligarchies modernes ont maîtrisé. Les humains ne sont pas principalement motivés par l'intérêt rationnel, mais par le désir de reconnaissance, de statut, d'appartenance. Vous pouvez exploiter économiquement quelqu'un tout en lui donnant un sentiment de supériorité sur d'autres, et il acceptera, voire défendra, son exploitation. C'est le secret de la division raciale dans les sociétés capitalistes. Les travailleurs blancs pauvres aux États-Unis, par exemple, ont souvent voté contre leurs propres intérêts économiques parce que le système leur offrait quelque chose d'autre, un statut supérieur basé sur la race. Tant qu'ils pouvaient se sentir au-dessus des Noirs, ils toléraient leur propre subordination aux élites blanches. Cette logique de division et de hiérarchisation traverse toutes les sociétés oligarchiques. Genre, nationalité, religion, orientation sexuelle, éducation, toutes ces catégories sont utilisées pour créer des hiérarchies qui fragmentent les masses et les empêchent de reconnaître leurs intérêts communs. Et remarquez comment les oligarchies modernes ont même coopté les mouvements de justice sociale. Elles promeuvent une version de diversité et d'inclusion qui met l'accent sur la représentation symbolique. Plus de femmes PDG, plus de minorités dans les conseils d'administration, tout en ignorant complètement les structures fondamentales d'exploitation économique. Vous pouvez avoir un capitalisme arc-en-ciel, un impérialisme féministe, un néolibéralisme multiculturel, tant que les questions de propriété et de contrôle économique restent hors limite. Spinoza verrait cela comme une récupération brillante des énergies de résistance. Au lieu de réprimer brutalement les mouvements pour l'égalité, les oligarchies les absorbent, les transforment, les redirigent vers des canaux qui ne menacent pas leur pouvoir fondamental. Le résultat ? Une élite plus diverse qui exploite une classe ouvrière plus diverse. Le progrès réel, questionnable. Le maintien du pouvoir oligarchique, renforcé, maintenant avec une légitimité progressiste. Mais parlons maintenant d'un développement que Spinoza n'aurait jamais pu anticiper dans ses détails, mais dont il aurait immédiatement compris les implications. L'avènement d'Internet et des médias sociaux. Ces technologies étaient censées démocratiser l'information, donner une voix aux sans-voix, contourner les gardiens traditionnels du pouvoir. Et dans une certaine mesure, elles ont fait cela. Les mouvements sociaux peuvent maintenant s'organiser avec une vitesse et une échelle sans précédent. Les informations que les médias traditionnels ignorent peuvent circuler largement. Les voix marginalisées peuvent trouver un public. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Les plateformes numériques sont devenues le territoire de chasse de nouvelles oligarchies technologiques qui exercent un pouvoir sur l'information et la communication que même les États-nations peinent à égaler. Et ces plateformes n'ont pas libéré le discours public, elles l'ont monétisé. Les algorithmes qui déterminent ce que vous voyez ne sont pas conçus pour vous informer ou vous élever, mais pour maximiser votre engagement, ce qui signifie souvent vous montrer du contenu qui vous met en colère, vous effraie ou confirme vos préjugés existants. Le résultat ? Une fragmentation du discours public en bulles de filtre où les gens ne partagent plus une réalité commune. Une polarisation où des versions complètement différentes de la réalité coexistent, rendant le dialogue et le compromis presque impossibles. Une désinformation à une échelle jamais vue, où les mensonges peuvent se propager plus vite que la vérité. Et tout cela sert les intérêts des oligarchies parce que ça empêche précisément le type de solidarité collective et d'action coordonnée qui pourrait les menacer.
Spinoza aurait vu dans tout cela la confirmation de sa théorie. Quand les passions ne sont pas guidées par la raison, quand les gens vivent dans l'imagination mutilée plutôt que dans la connaissance adéquate, ils deviennent facilement manipulables. Et les technologies modernes ont simplement donné aux manipulateurs des outils plus puissants. Mais Spinoza insisterait également sur quelque chose d'important. Cette situation n'est pas inévitable. Les mêmes technologies qui sont utilisées pour le contrôle pourraient être utilisées pour la libération. La question est toujours qui les contrôle et à quelle fin? Alors, que faisons-nous avec tout cela? Comment sortons-nous de cette matrice de contrôle oligarchique? La réponse de Spinoza serait à la fois simple et terriblement difficile à travers la connaissance. Pas la connaissance abstraite, académique, séparée de la vie, mais la connaissance qui nous permet de comprendre les causes réelles de nos conditions, les forces qui nous façonnent, les structures qui nous contraignent. Cette connaissance est elle-même un pouvoir, parce qu'elle nous libère de l'emprise des passions manipulées et nous permet d'agir à partir d'une compréhension claire plutôt que de réactions émotionnelles. Mais la connaissance seule n'est pas suffisante. Elle doit être accompagnée d'organisations collectives. Spinoza insistait sur le fait que les humains individuels sont relativement impuissants. C'est seulement en s'unissant que nous acquérons de la puissance. Et c'est précisément pourquoi les oligarchies travaillent si dur pour nous atomiser, pour nous transformer en consommateurs individuels plutôt qu'en citoyens collectifs, pour détruire les institutions de solidarité comme les syndicats et les organisations communautaires. Reconstruire ces structures de pouvoir populaire est essentiel. Laissez-moi vous emmener dans une dernière réflexion profonde qui lie tout ensemble. Spinoza faisait une distinction entre ce qu'il appelait la servitude et la liberté. La servitude, dans sa philosophie, n'est pas simplement l'esclavage physique ou la coercition, c'est l'état d'être gouverné par des forces extérieures que nous ne comprenons pas, d'être ballotté par des passions que nous ne contrôlons pas, de vivre dans des structures de pouvoir que nous ne reconnaissons pas. La liberté, inversement, est la compréhension des nécessités qui nous gouvernent, ce qui nous permet de naviguer consciemment plutôt que d'être simplement emportés. Appliqué à notre situation politique. Nous sommes en servitude tant que nous ne comprenons pas comment les oligarchies modernes fonctionnent réellement, comment elles maintiennent leur pouvoir, comment elles façonnent nos désirs et nos croyances. La liberté commence par percer ces mystifications, voir clairement les mécanismes de domination, mais elle ne s'arrête pas là. Elle requiert ensuite l'action collective basée sur cette compréhension, la construction de nouvelles structures de pouvoir populaire, la création de formes d'organisation économique et politique qui servent vraiment l'intérêt commun plutôt que les intérêts oligarchiques. Est-ce possible? Spinoza serait réaliste sur les difficultés, mais pas pessimiste. L'histoire montre que les structures de pouvoir qui semblent immuables peuvent s'effondrer, que des mouvements populaires peuvent renverser des oligarchies apparemment invincibles. Mais elle montre aussi que sans vigilance constante, de nouvelles oligarchies émergent pour remplacer les anciennes. La liberté politique, dans la vision spinoziste, n'est jamais un état permanent atteint une fois pour toutes. C'est une pratique continue, un effort constant de compréhension et d'organisation collective contre les forces toujours présentes de concentration et d'abus de pouvoir. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange en regardant les informations, cette impression que les débats importants ne sont jamais vraiment débattus, que certaines questions fondamentales, qui possède quoi, qui décide pour qui, comment la richesse est réellement créée et distribuée, sont systématiquement évitées, contournées, rendues invisibles par le flot constant de controverses secondaires? Pourquoi pouvons-nous avoir des heures de discussion sur les scandales personnels des politiciens, mais à peine quelques minutes sur les structures de propriété des entreprises qui façonnent réellement nos vies? Cette absence n'est pas accidentelle. C'est le résultat d'un système soigneusement calibré pour diriger notre attention loin des mécanismes réels du pouvoir. Revenons à un moment crucial de l'histoire européenne que Spinoza observa avec une attention particulière.
la consolidation des États-nations modernes et l'émergence de ce qu'on appellerait plus tard le capitalisme mercantile. Le XVIIe siècle fut une période de transformation radicale où les anciennes structures féodales s'effondraient et de nouvelles formes de pouvoir émergeaient. Mais qui bénéficia réellement de ces transformations? Était-ce vraiment une libération du peuple des chaînes de la tyrannie aristocratique, comme les histoires officielles le racontent? Ou était-ce simplement le remplacement d'une forme d'oligarchie par une autre, peut-être plus efficace et plus difficile à identifier? Spinoza vécut les dernières années de ce qu'on appelle l'âge d'or néerlandais. Amsterdam était devenu le centre financier du monde connu, un lieu où les marchands de toutes nations venaient commercer, où les réfugiés trouvaient asile, où les idées circulaient avec une liberté rare pour l'époque. La bourse d'Amsterdam, établie en 1602, fut la première bourse de valeur moderne au monde. C'était une innovation révolutionnaire. Pour la première fois, la propriété d'entreprise pouvait être fragmentée en actions, achetées et vendues, permettant la concentration de capitaux à une échelle jamais vue auparavant. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC, fut la première entreprise à émettre des actions, devenant ainsi la première multinationale moderne. Mais considérez ce que cette innovation signifiait vraiment. Elle permettait la séparation entre la propriété et la responsabilité. Les actionnaires pouvaient profiter des bénéfices générés par la VOC, des bénéfices souvent extraits à travers l'esclavage, le massacre, l'exploitation brutale des populations colonisées, sans avoir à assumer la responsabilité morale pour ces actes. Après tout, ils ne faisaient qu'investir leur capital. Ils ne donnaient pas directement les ordres de violence. Cette dissociation entre profit et responsabilité est devenue l'un des piliers du capitalisme moderne, et elle persiste aujourd'hui sous des formes encore plus sophistiquées. Spinoza, vivant au cœur de ce système, observa ces contradictions avec une acuité dérangeante. Il vit comment la même ville, qui se vantait de tolérance religieuse et de liberté philosophique, était construite sur les fondations du commerce d'esclaves. Comment les mêmes marchands, qui finançaient des œuvres de charité locales, tiraient leur richesse de l'oppression systématique de peuples lointains. Comment le discours public célébrait l'entrepreneuriat et l'innovation tout en restant silencieux sur les coûts humains de cette accumulation de capital. N'est-ce pas exactement le schéma que nous voyons se répéter aujourd'hui? Les géants technologiques qui se présentent comme des bienfaiteurs de l'humanité tout en exploitant des travailleurs dans des conditions déplorables, en évitant les impôts à travers des paradis fiscaux, en détruisant la vie privée et en manipulant le comportement de milliards de personnes. Mais approfondissons davantage dans les mécanismes spécifiques que Spinoza aurait identifiés. L'un des développements les plus significatifs de son époque fut la création de la dette publique moderne. Les gouvernements néerlandais, engagés dans des guerres coûteuses avec l'Espagne et d'autres puissances, commencèrent à émettre des obligations, essentiellement des promesses de rembourser l'argent emprunté avec intérêt. Qui achetait ces obligations? Les mêmes marchands riches qui contrôlaient déjà le commerce et l'industrie. Le résultat était fascinant. L'État devint endetté envers ses propres citoyens les plus riches, créant une relation où les oligarques avaient un intérêt direct dans la solvabilité et la survie de l'État. Voyez-vous le génie pervers de cet arrangement? Il créa une symbiose entre l'élite économique et l'État qui rendait presque impossible de distinguer où l'un finissait et l'autre commençait. Les oligarques avaient besoin de l'État pour protéger leurs intérêts commerciaux, faire respecter les contrats, mener des guerres qui ouvraient de nouveaux marchés. L'État avait besoin des oligarques pour le financement, l'expertise administrative, la légitimité. Et le peuple ordinaire? Il payait les impôts qui servaient les intérêts sur la dette, envoyait ses fils se battre dans les guerres qui enrichissaient les marchands, travaillait dans les industries qui généraient des profits pour les actionnaires. Spinoza formula une observation brutale sur cette situation. La plupart des conflits qui semblent être des désaccords sur les principes sont en réalité des luttes pour les intérêts matériels déguisés en débats philosophiques ou religieux.
Les guerres de religion qui déchirèrent l'Europe au XVIIe siècle étaient-elles vraiment sur la théologie, sur la vraie nature du Christ ou le salut des âmes? Ou étaient-elles des luttes pour le pouvoir politique et économique où la religion servait de bannière commode pour mobiliser les masses? Quand les princes protestants se battaient contre les princes catholiques, qui bénéficiait réellement de ces conflits? Certainement pas les paysans et artisans qui mouraient par milliers, mais les marchands d'armes, les créanciers qui finançaient les guerres, ceux qui achetaient les terres confisquées aux perdants, eux prospéraient. Transposez maintenant cette analyse aux conflits contemporains. Les guerres du Moyen-Orient des dernières décennies étaient-elles vraiment sur la démocratie et les droits humains, comme la rhétorique officielle le prétendait? Ou étaient-elles fondamentalement sur le contrôle des ressources pétrolières, sur les contrats de reconstruction lucratifs, sur l'expansion des marchés pour l'industrie de la défense? Qui a payé le prix de ces guerres en sang et en trésors? Les populations civiles, les soldats ordinaires envoyés combattre. Et qui en a profité? Les entreprises de défense dont les actions ont grimpé, les compagnies pétrolières qui ont obtenu l'accès aux champs, les firmes de reconstruction qui ont reçu des contrats de milliards. Le schéma est identique à celui que Spinoza observait il y a 4 siècles. Mais permettez-moi de vous emmener encore plus profondément dans un aspect particulier du pouvoir oligarchique que Spinoza trouvait particulièrement insidieux, le contrôle de la monnaie et du crédit. Dans son époque, les banquiers échangeurs d'argent jouaient un rôle crucial dans le commerce international. Ils facilitaient les transactions entre différentes devises, prêtaient de l'argent aux marchands pour financer les expéditions, émettaient des lettres de crédit. Ce pouvoir de contrôler les flux monétaires leur donnait une influence énorme sur l'économie réelle, qui pouvait entreprendre, quelles industries prospéraient, quels projets recevaient un financement. Spinoza comprenait quelque chose de fondamental que l'économie moderne obscurcit souvent. L'argent n'est pas une chose neutre, un simple médium d'échange. C'est une forme de pouvoir social, une capacité d'ordonner le travail des autres, de commander des ressources, de façonner la réalité matérielle selon sa volonté. Et quand ce pouvoir est concentré dans les mains de quelques-uns, qu'ils soient des banquiers privés au XVIIe siècle ou des banques centrales et institutions financières aujourd'hui, ils détiennent effectivement le pouvoir de vie et de mort sur des économies entières. Considérez ce qui se passe lors d'une crise financière moderne. En 2008, quand le système bancaire mondial était au bord de l'effondrement à cause de spéculations irresponsables des grandes banques, que firent les gouvernements? Ils ont dépensé des trillions de dollars d'argent public. Votre argent, mon argent, l'argent des contribuables ordinaires pour sauver ces institutions. Pendant ce temps, des millions de familles ont perdu leur maison à cause des saisies, ont perdu leurs emplois, ont vu leurs économies de vie s'évaporer. Les responsables de la crise, les banquiers, les traders, les dirigeants qui avaient pris les décisions désastreuses, ont-ils été tenus responsables? Ont-ils été emprisonnés, ruinés, forcés de rendre compte? Non. La plupart ont conservé leur position. Certains ont même reçu des bonus. Comment est-ce possible dans une société qui se prétend démocratique et gouvernée par l'état de droit? La réponse spinoziste serait simple, parce que nous ne vivons pas dans une démocratie, mais dans une oligarchie financière. Les banques ne sont pas simplement des entreprises parmi d'autres, elles sont le système circulatoire de l'économie capitaliste. Et ceux qui les contrôlent savent qu'ils sont trop grands pour faire faillite, qu'ils peuvent prendre des risques énormes, sachant que si ces paris échouent, le public paiera la facture. C'est la privatisation des profits et la socialisation des pertes poussées à son extrême logique. Et remarquez comment le discours public encadre ces événements, comme des crises naturelles, des paniques irrationnelles, des problèmes techniques de régulation. Jamais comme ce qu'ils sont réellement, des vols massifs, des transferts orchestrés de richesses du public vers les élites financières. Spinoza aurait également été fasciné par la manière dont les oligarchies modernes utilisent la complexité comme forme de mystification. Le système financier contemporain est délibérément rendu si complexe
avec ses dérivés, ses swaps de crédit par défaut, ses véhicules d'investissement structurés, son jargon impénétrable, que même les experts ont du mal à comprendre comment il fonctionne réellement. Cette complexité n'est pas accidentelle. Elle sert plusieurs fonctions cruciales pour le maintien du pouvoir oligarchique. Premièrement, elle rend presque impossible pour le citoyen ordinaire de comprendre comment il est exploité. Deuxièmement, elle permet de cacher des pratiques qui, si elles étaient exposées clairement, provoqueraient l'outrage public. Troisièmement, elle crée une justification pour le pouvoir des experts. Seuls ceux qui comprennent ces systèmes complexes peuvent les gérer, donc nous devons leur faire confiance et leur déléguer le pouvoir. Mais cette confiance forcée dans les experts financiers est-elle justifiée? Leur expertise a-t-elle empêché les crises financières répétées? A-t-elle produit une économie qui sert l'intérêt général plutôt que les intérêts des élites financières? L'évidence suggère le contraire. Et pourtant, après chaque crise, la même classe d'experts qui a échoué à la prévenir, ou pire, qui l'a causée, est appelée à proposer des solutions. N'est-ce pas comme demander aux pyromanes de diriger le service des pompiers? Mais c'est exactement ce qui se passe, encore et encore, parce que ces experts font partie intégrante de l'oligarchie financière. Ils circulent entre Wall Street, les agences gouvernementales de régulation, les banques centrales, créant un réseau cohérent d'intérêts partagés qui exclut systématiquement les perspectives alternatives. Permettez-moi maintenant de vous emmener dans un autre territoire que Spinoza aurait trouvé profondément révélateur: le rôle de la loi dans les sociétés oligarchiques. On nous enseigne que la loi est neutre, qu'elle s'applique également à tous, que c'est la fondation de l'état de droit qui nous protège de l'arbitraire et de la tyrannie. Mais est-ce vraiment le cas? Spinoza, avec son regard acéré, aurait posé la question: qui écrit les lois? Qui les interprète? Qui les fait appliquer? Et surtout, qui peut se permettre de les contourner? Dans la République néerlandaise de son temps, les lois étaient écrites et appliquées par les régents, les mêmes familles oligarchiques qui contrôlaient le commerce et la finance. Il n'est donc pas surprenant que ces lois protégeaient avant tout la propriété, les contrats commerciaux, les privilèges des marchands. Les dettes des pauvres étaient sévèrement punies. On pouvait être emprisonné pour avoir dû quelques florins. Mais les dettes des riches, elles pouvaient souvent être négociées, restructurées, pardonnées. Les vols mineurs étaient punis de peines sévères, parfois de mort. Mais la fraude commerciale à grande échelle, elle était traitée comme une affaire civile, résolue entre gentlemen. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Un homme pauvre qui vole de la nourriture pour nourrir sa famille peut se retrouver en prison pour des années. Mais un banquier qui détourne des milliards, qui ruine des milliers de vies à travers des fraudes sophistiquées, au pire, son entreprise paiera une amende, une fraction des profits illégitimes, et personne n'ira en prison. On dit que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse pour les gens ordinaires, mais les élites peuvent embaucher des armées d'avocats pour trouver des failles, des interprétations, des moyens de contourner l'esprit de la loi tout en respectant sa lettre technique. Spinoza aurait identifié cela comme une forme de violence structurelle. Pas la violence ouverte des coups et des armes, mais la violence subtile, intégrée dans les règles mêmes qui gouvernent la société. Et cette violence est d'autant plus efficace qu'elle se présente comme son contraire, comme l'ordre, la loi, la justice. Comment vous révoltez-vous contre un système qui prétend vous protéger? Comment contestez-vous des lois qui sont présentées comme neutres et universelles alors qu'elles sont conçues pour servir des intérêts spécifiques? Mais approfondissons encore davantage. Spinoza comprenait que la domination oligarchique ne se maintient pas seulement à travers les institutions formelles, le gouvernement, les lois, les tribunaux. Elle se maintient également et peut-être surtout à travers ce que nous pourrions appeler l'hégémonie culturelle. Les oligarchies qui réussissent sont celles qui parviennent à faire accepter leurs intérêts comme l'intérêt général, leurs valeurs comme les valeurs universelles, leur vision du monde comme simple bon sens. Dans l'Europe du XVIIe siècle, cela se manifestait à travers le discours de la civilisation. Les nations européennes qui colonisaient et pillaient le reste du monde justifiaient leurs actions
par une mission civilisatrice. Ils apportaient le christianisme, la culture, le progrès au peuple barbare. Cette narrative servait plusieurs fonctions cruciales. Elle donnait aux participants ordinaires, les marins, les soldats, les colons, un sens de but moral, transformant ce qui était essentiellement du pillage en mission noble. Elle légitimait l'accumulation de richesses coloniales aux yeux du public domestique. Et elle déniait l'humanité pleine et égale des peuples colonisés, rendant acceptable leur exploitation. Avançons vers notre époque. Comment l'impérialisme contemporain se justifie-t-il? Par le discours de la démocratie et des droits humains. Les interventions militaires sont présentées comme des missions humanitaires. Le renversement de gouvernements qui refusent de se conformer aux intérêts occidentaux est appelé promotion de la démocratie. L'extraction de ressources des pays pauvres est présentée comme développement et investissement. Le schéma est identique. Seul le langage a changé pour s'adapter aux sensibilités modernes. Mais Spinoza nous aurait appris à regarder au-delà des mots vers les actions réelles et leurs conséquences matérielles. Qui bénéficie de ces interventions? Qui paie le prix? Les réponses révèlent les vrais intérêts en jeu. Mais il y a un aspect encore plus subtil de cette hégémonie culturelle que Spinoza aurait trouvé fascinant. Comment elle opère non seulement à travers les grandes narratives publiques, mais aussi à travers les désirs et aspirations individuelles. Les oligarchies modernes ne vous disent pas simplement ce que vous devez penser, elles façonnent ce que vous voulez, ce que vous désirez, comment vous définissez le succès et le bonheur, à travers la publicité, le divertissement, les médias sociaux. Elles créent un univers de désirs qui servent leurs intérêts. Pensez à la culture de consommation contemporaine. On vous dit constamment que le bonheur vient de l'acquisition de choses. La dernière technologie, la mode la plus récente, la voiture la plus prestigieuse, que votre valeur en tant que personne est liée à ce que vous possédez et consommez. Cette idéologie sert brillamment les intérêts des oligarchies capitalistes. Elle transforme les citoyens en consommateurs, elle génère une demande constante pour les produits qui génèrent des profits. Elle crée un cycle sans fin de travail et de dépenses qui maintient les gens trop occupés et trop endettés pour remettre en question le système. Mais plus insidieusement, elle vide la vie de sens plus profond. Si votre identité est définie par ce que vous achetez, si vos relations sont médiatisées par les plateformes appartenant aux corporations, si vos aspirations sont limitées à l'ascension dans une hiérarchie prédéfinie, alors vous ne posez jamais les questions plus fondamentales sur comment la société pourrait être organisée différemment, sur quelle forme de vie pourrait être possible, sur quel type de relations et de communautés nous pourrions créer. Spinoza aurait reconnu cela comme une forme sophistiquée de contrôle des désirs, non pas en réprimant les désirs, ce qui crée de la résistance, mais en les canalisant dans des directions qui ne menacent pas l'ordre établi. Et considérez comment cette même logique s'étend à la sphère politique. La participation politique est elle-même marchandisée. Les élections deviennent des spectacles médiatiques où les candidats sont vendus comme des produits. Les citoyens sont transformés en consommateurs politiques qui achètent, votent pour le candidat qui correspond le mieux à leur identité de marque. Les questions politiques substantielles, comment les ressources devraient être distribuées, qui devrait contrôler les moyens de production, comment le pouvoir devrait être organisé, sont remplacées par des guerres culturelles sur des symboles et des identités. Vous pouvez choisir votre marque de politique. Libérale ou conservatrice, progressiste ou traditionnaliste, mais toutes les marques disponibles opèrent dans les paramètres acceptables pour les oligarchies qui contrôlent réellement le pouvoir économique. Mais creusons maintenant dans un territoire particulièrement sombre que Spinoza aurait reconnu immédiatement. Et comment les oligarchies gèrent la dissidence et la résistance. Parce que bien sûr, peu importe l'efficacité de leur contrôle idéologique, il y aura toujours des individus et des groupes qui voient à travers les mystifications, qui refusent d'accepter l'ordre établi, qui s'organisent pour le changement. Comment les systèmes oligarchiques gèrent-ils cette menace? Dans l'époque de Spinoza, les méthodes étaient relativement directes.
l'excommunication, l'exil, l'emprisonnement, parfois l'exécution. Les écrits dangereux étaient brûlés, leurs auteurs persécutés. Spinoza lui-même vécut sous la menace constante de répression. Ses livres furent interdits, son nom devint synonyme d'athéisme et de subversion. Mais remarquez quelque chose de crucial. Cette répression ouverte avait un coût. Elle révélait la nature autoritaire du système. Elle créait des martyrs. Elle pouvait inspirer plus de résistance qu'elle n'en supprimait. Les oligarchies modernes ont appris à être plus subtiles. La répression existe toujours. Les militants sont surveillés, infiltrés, parfois emprisonnés sous divers prétextes. Mais les méthodes principales sont devenues plus sophistiquées. Il y a la cooptation. Les leaders des mouvements de résistance sont attirés dans le système avec des offres d'emploi prestigieux, de postes académiques, de plateformes médiatiques, tant qu'ils modèrent leurs critiques et opèrent dans des limites acceptables. Il y a la récupération. Les symboles et le langage des mouvements radicaux sont adoptés et vidés de leur contenu subversif, transformés en marchandises ou en branding corporatif. Il y a aussi la fragmentation. Les mouvements de résistance sont encouragés à se diviser le long de lignes identitaires ou idéologiques, à se battre entre eux sur des questions secondaires, à perdre de vue leurs ennemis communs. Et il y a la distraction. Bombarder le public avec un flux constant d'informations, de controverses, de scandales qui rendent presque impossible de maintenir une attention soutenue sur les questions structurelles fondamentales. Vous êtes outré aujourd'hui par un abus de pouvoir particulier? Ne vous inquiétez pas, demain il y aura un nouveau scandale pour capter votre attention. Et après-demain, encore un autre. L'outrage lui-même devient une forme de passivité. Vous vous sentez engagé politiquement parce que vous êtes constamment indigné. Mais cette indignation ne se traduit jamais en action organisée durable. Spinoza aurait vu dans tout cela la confirmation de son analyse. Les oligarchies prospèrent, non pas en supprimant complètement la résistance, mais en la gérant, en la canalisant, en s'assurant qu'elle ne menace jamais vraiment les structures fondamentales de pouvoir. C'est pourquoi les démocraties modernes peuvent tolérer, même encourager, un certain niveau de dissidence et de critique. Cela donne l'impression de liberté. Cela fournit une soupape pour la frustration populaire. Cela permet au système de s'ajuster et de s'adapter sans transformation fondamentale. Mais permettez-moi de vous emmener maintenant vers une réflexion encore plus profonde. Une qui touche au cœur de ce que Spinoza comprenait sur la nature humaine et les possibilités de changement social. Il croyait que les humains sont des parties de la nature soumis aux mêmes lois de causalité que tout le reste. Cela signifie que le comportement humain, y compris le comportement politique et social, peut être compris rationnellement. Mais cela signifie aussi que le changement social n'arrive pas par des actes de volonté pure ou des décisions morales abstraites. Il arrive à travers la transformation des conditions matérielles et des relations de pouvoir qui produisent certains comportements. Appliqués à notre situation, vous ne pouvez pas demander aux oligarques de renoncer volontairement à leur pouvoir et leurs privilèges. Ce serait comme demander à l'eau de couler vers le haut. Les humains agissent selon leur compréhension de leurs intérêts, et ceux qui bénéficient du système actuel agiront naturellement pour le préserver. Donc, attendre qu'il soit éclairé par des arguments moraux ou qu'il soit touché par la compassion pour les souffrants, c'est se condamner à l'attente éternelle. Le changement ne viendra que quand les forces organisées de ceux qui sont exploités deviennent suffisamment puissantes pour altérer le rapport de force, pour rendre intenable le maintien du statu quo. Mais voici le piège cruel. Les mêmes conditions qui créent le besoin de changement radical, l'exploitation, l'appauvrissement, la précarité, rendent également ce changement extrêmement difficile.